Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous voici réunis pour une vidéo traitant d'un sujet extrêmement important, celui des propositions faites par le syndicat des juridictions financières dans un livre beige qui, depuis le printemps dernier, fait un certain bruit. Et c'est sous la forme d'une interview de M. Roquelet, président de ce syndicat des juridictions financières, que nous allons décortiquer les propositions de ce livre beige, si ça vous convient, Monsieur le Président. Merci, oui, c'est tout à fait une occasion de développer des idées un peu novatrices. En deux mots, quelle est votre vision du monde territorial et de vos fonctions dans ce cadre ? Bien, comme sans doute toute la société aujourd'hui, le monde territorial est en évolution profonde, rapide. Les territoires nous paraissent en train de se chercher, la contrainte financière pèse sur la gestion locale, les réorganisations de l'État prennent de la distance par rapport aux besoins locaux et tout ça évidemment nous, Chambre des comptes, nous interpelle au regard de nos missions et de notre connaissance des territoires. Dans ce cadre, après un livre blanc, c'est un livre beige désormais que votre syndicat vient de diffuser et qui est passionnant mais qui comporte d'audacieuses propositions. La plus surprenante, la plus audacieuse peut-être de ces propositions est de permettre aux chambres régionales ou territoriales des comptes de juger des infractions financières. Alors, pourquoi ? Alors, ce livre beige est le fruit d'un long travail. Ce qui nous importait, c'était de pouvoir adapter nos institutions aux besoins du contrôle des gestions locales aujourd'hui. Ce besoin de contrôle étant fondamentalement différent de ce qu'il pouvait être en 1982 quand on a mis en place le contrôle externe. Victor Hugo nous le disait d'ailleurs, tout ce qui augmente la liberté augmente aussi la responsabilité. Or, nous faisons le constat d'un système qui est relativement aujourd'hui en décalage et peu efficace au regard de l'évolution de la responsabilité du comptable public qui reste le point central de nos approches juridictionnelles. Dans ce cadre, je crois que vous connaissez un rôle primordial à l'État au motif que tous ces contrôles sont des fonctions régaliennes et dans ce cadre, vous avez fait des propositions assez radicales. Oui, tout à fait. Nous pensons, enfin c'est la Constitution d'ailleurs qui le dit, c'est que le contrôle des moyens publics, et notamment de l'impôt, est une mission majeure de l'État et que cela doit s'exercer dans le cadre de ces interventions régaliennes. Et c'est un point auquel évidemment les magistrats, les juridictions sont extrêmement sensibles. Donc dans ce cadre, je crois que vous voulez sortir des régimes d'exception pour aboutir à un régime un peu général de contrôle financier, et en sortant des régimes d'expression aboutir à un régime un petit peu global qui inclurait et remplacerait en fait aussi bien le contrôle des comptes, la Cour de discipline budgétaire financière et tout ça. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Nous pensons aujourd'hui que le système d'exception qui s'était mis en place autour de la CDBF a atteint ses limites et que les besoins de contrôle des gestions locales supposerait qu'on en revienne aux grands principes généraux du droit, exercés par des juridictions de droit commun, au plus proche finalement à la fois des faits, des décisions et de l'intervention des acteurs. Très bien. Donc du coup, dans ce cadre-là, quel serait le rôle des chambres régionales et territoriales des comptes ? Ce que l'on propose finalement, c'est en quelque sorte de mettre fin à ce mal étrange qui fait que les chambres des comptes peuvent toujours dénoncer, mais très rarement réparer. Et ce passage à une responsabilité administrative confiée à un juge de première instance nous paraît être de nature à compléter nos contrôles administratifs par ce que le citoyen semble attendre avec impatience, consacrer la responsabilité de ceux qui ont pris les décisions. Et donc, vous revendiquez que ce nouveau régime permettrait une meilleure appréciation des responsabilités de l'agent territorial et de l'ordonnateur, mais quelles seraient les garanties selon vous qui seraient apportées par rapport au régime usuel ?
Bien sûr, il y aura un dispositif de garantie. Je ne sais pas si elles sont renforcées. Ce sont des garanties de droit commun qui sont pratiquées devant toutes les juridictions. La première dans ce régime de responsabilité, c'est bien entendu l'institution d'un droit d'appel qui n'existe pas aujourd'hui. C'est la mise en place de garanties relatives à l'impartialité de la formation de jugement, que ce soit une possibilité de récusation d'un magistrat, évidemment la possibilité d'un déport si l'un des membres délibérants avait eu à connaître d'une affaire, et enfin une capacité à dépayser un dossier si cela a été demandé par la partie ou ses conseils. Des acteurs locaux que sont les élus et les cadres territoriaux, est-ce que ça ne risque pas d'être perçu, à tort ou à raison, comme une nouvelle couche supplémentaire de responsabilité? Alors c'est effectivement un des points sensibles de nos propositions. Ce dont on est convaincu, c'est qu'il existe déjà un certain nombre de responsabilités, pas toujours articulées entre elles d'ailleurs, qui pèsent sur les agents territoriaux et aussi les élus locaux, que ce soit la responsabilité administrative, leur responsabilité pénale, les mises en cause pour les atteintes aux gestions de deniers publics relevant de la gestion de faits, et enfin la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ou des agents territoriaux devant la CDBF. Donc sur ce plan-là, nos propositions ne viennent pas étendre une responsabilité supplémentaire. Au contraire, on a la faiblesse de penser qu'elle se traduira par une simplification et une harmonisation des régimes. Le premier point, c'est qu'effectivement, faire de Chambre des comptes le juge de premier ressort des erreurs de gestion, appelons-les comme ça, aura pour conséquence de supprimer la responsabilité devant la CDBF. Ça, c'est le premier point. La deuxième remarque, qui est sans doute aussi importante, c'est qu'entre la CDBF et la responsabilité pénale, il y a un certain nombre d'infractions qui sont communes, ou en tout cas qui se recoupent et se superposent, alors même que l'intentionnalité de la commission d'un délit n'est pas toujours évidente. Je pense notamment au champ de la commande publique, au champ de la prise illégale d'intérêt, au champ des avantages à autrui. Et donc, tout naturellement, la mise en place de cette responsabilité pourrait également, devrait même, à notre avis, se traduire par une révision du périmètre des délits pénaux, cette fois, de façon à bien articuler l'intervention de cette responsabilité administrative en déchargeant le juge pénal de sujets qui ne sont pas forcément des délits qui méritent une répression devant le tribunal correctionnel. Pour schématiser, hors les cas d'enrichissement personnel ou de détournement de fonds, naturellement. Alors évidemment, tout ce qui concerne la probité relèverait toujours de son régime pénal par le biais des signalements et de la collaboration avec les procureurs de la République qui se pratiquent actuellement. Et qu'on soit bien clair pour ceux qui nous regardent, dans votre livre belge, vous parlez d'une sanction d'infraction financière et non pas d'appréciation sur la qualité de la gestion, car il y a un doute qui peut être entretenu, car nombre d'acteurs locaux vous connaissent par vos contrôles de gestion. Et nous ne sommes pas sur les contrôles de gestion, nous sommes bien ici sur un autre champ qui est celui des infractions financières, c'est bien ça? Oui, on est tout à fait dans le système démarqué de l'actuel CDBF, c'est-à-dire un périmètre défini sur des comportements qui viennent contrevenir aux règles d'exécution des dépenses et des recettes. Et évidemment, sur ce champ-là, il n'y a aucune place pour une intervention sur l'opportunité de la décision ou même pour une mise en cause sur la qualité d'une gestion. Pour le coup, on reste dans le champ traditionnel des contrôles de la gestion tels qu'on les pratique aujourd'hui. Du coup, ça nous conduit à une question importante, c'est que tout comme la Cour des comptes, les chambres territoriales ou régionales des comptes ont deux types de fonctions. Des fonctions de contrôle budgétaire, contrôle de gestion bien connu, d'autres fonctions un peu moins connues, par exemple sur l'intervention sur demande du préfet sur des contrats de DSP ou autres. Et on a juste à côté, et ça n'a strictement rien à voir, des fonctions juridictionnelles. Aujourd'hui, en jugement des comptes, patent ou de fait. Là, vous proposez un champ refondu de responsabilité
avec une fonction juridictionnelle, mais à côté, les chambres territoriales et régionales des comptes garderaient leurs autres fonctions, que vous proposez d'ailleurs de rénover. Quelle serait justement l'évolution de ces autres fonctions et en quoi est-ce compatible, cohérent ou incohérent au regard des fonctions juridictionnelles dont vous envisagez de devoir doter les chambres régionales ou territoriales des comptes? Alors les fonctions juridictionnelles sont quelque part un aboutissement, une continuation de compétences juridictionnelles qu'on exerce déjà. Simplement, on ferait évoluer le périmètre et ceux qui y seraient assujettis. Mais au-delà de ça, on voit nos propositions comme le complément d'une mission de contrôle externe qui aujourd'hui est pour l'essentiel administrative et qui s'arrête au constat et à la dénonciation des constats, mais qui a beaucoup de difficultés sur le plan aujourd'hui des procédures à tenter de faire régulariser les situations. Et donc cette capacité à interpeller de façon différente finalement les décisions des gestionnaires publics locaux permettrait d'aboutir à une chaîne du contrôle qui irait en gros du constat, de l'analyse et de la publicité des observations, jusque dans les cas les plus extrêmes, parce qu'on est sur des cas quand même relativement exceptionnels, à la possibilité de demander une régularisation ou de proposer une sanction. Donc une mise en cohérence du dispositif dans sa globalité. Absolument. Dans ces évolutions, vous évoquez le fait que justement la saisine pourrait aussi évoluer. Qu'en est-il? Ça nous paraît très important puisque depuis 40 ans que les chambres existent, on a constaté qu'elles sont quand même dans un fonctionnement qui s'inscrit dans des contacts avec le préfet, l'autorité territoriale, la collectivité, et que leur destinataire premier, peut-être, qui est l'habitant, le contribuable ou le citoyen, est relativement en marge, finalement, à la fois du processus de contrôle ou d'interpellation, à la fois il est en bout de chaîne du processus de communication, et sur des enjeux qui sont parfois compliqués, il n'a souvent, pour la plupart des situations, que le compte-rendu qu'en font les médias, qu'en font les institutions ou qu'en font les assemblées délibérantes lorsqu'elles examinent les travaux qui ont été faits par les chambres. D'où l'idée, et ça va un peu dans le sens d'une plus grande prise en compte par les institutions locales des attentes de leurs habitants et de leurs contribuables. D'où l'idée, non pas de leur donner un droit à saisir les chambres, les moyens sont limités et il ne s'agit pas du tout de faire une saisine totalement ouverte, mais de permettre à certaines de leurs institutions de demander un contrôle de la gestion, procédure qui existe, là aussi on n'invente rien, mais qui est strictement entre les mains du préfet ou de l'exécutif de la collectivité concernée. Et ces institutions représentatives, elles sont pour nous au nombre de 3. La première, c'est ce qu'on appelle les commissions consultatives des services publics locaux, tout simplement parce qu'elles font une place à la société civile et que leur rôle est important puisqu'elles doivent donner des avis et suivre la mise en œuvre des services publics locaux, qu'ils soient délégués, qu'ils soient en régie. Et ici, on parle de la vie des gens, du crématorium au transport en commun, à la piscine, en passant par le cinéma d'arrêt d'essai local. Donc, un élément important. La deuxième fait une place à des institutions qui existent, qui sont les commissions de contrôle financier, donc au sein des collectivités locales, qui sont en charge de contrôler tous les contrats de plus de 75 000 euros que la collectivité a passé auprès d'un opérateur quelconque. Et donc, évidemment, en leur donnant la possibilité de demander à la Chambre un examen de la gestion sur tel ou tel aspect, on renforcerait finalement peut-être les suites que leur constat pourrait avoir quand ils ne sont adressés qu'à la collectivité. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est aller un peu plus loin que les prérogatives conférées à l'exécutif,
en donnant aux membres de l'Assemblée délibérante la même capacité à demander un contrôle à la Chambre. Alors évidemment, tout ceci est encadré d'abord par des conditions de recevabilité et de filtrage qui sont nécessaires pour éviter la pure mise en cause politique ou la polémique sans objet, mais aussi par des conditions de majorité. On a évoqué le seuil d'un sixième, qui est un seuil que le CGCT retient généralement dans les institutions consultatives ou même dans les décisions des assemblées. Bref, un volume de demandeurs assez important pour garantir qu'on n'est pas sur des admonestations individuelles, mais vraiment sur une démarche d'intérêt général. Et l'intérêt que l'on a, c'est pas tant de multiplier les contrôles, mais c'est en crédibilisant finalement les instances consultatives préalables, où les citoyens sont représentés, de convaincre les collectivités de mieux préparer en amont leurs décisions sur des enjeux importants, de façon à ce que l'emploi des fonds publics et les organisations qu'elles mettent en place soient finalement plus partagés par ceux qui en vivent ou qui en sont les usagers. Cette mission plus qualitative, vous l'accompagnez par d'autres propositions de réforme, notamment en termes d'évaluation des politiques publiques et de suivi des contrôles de gestion. Sur ce point, quelles sont les propositions de votre syndicat et pourquoi et avec quelle garantie? Alors c'est tout simplement la prise en compte qu'aujourd'hui on a des besoins de contrôle à deux niveaux. Sans doute des niveaux nationaux pour un pilotage global de la décentralisation qui suppose des travaux très intégrés et très construits, et des besoins plus locaux auxquels les élus, les agents territoriaux, les contribuables peuvent se raccrocher pour mieux comprendre finalement quelle est la problématique, la critique ou les suggestions. Et c'est donc à ce titre que nos propositions portent d'abord sur l'idée de faciliter les évaluations régionales, parce qu'actuellement elles sont plutôt positionnées au niveau national, ce qui nous permettrait de traiter des thématiques régionales qui seraient vraiment spécifiques finalement aux régions qui sont concernées. Rassurez-moi, il ne s'agit absolument pas de remplacer les grands rapports de la Cour des comptes, mais bien d'avoir la possibilité de rapports régionaux sur des thématiques qui sont régionales, c'est bien ça? Qui ne sont régionales et qui seraient difficilement portés au niveau national, parce que c'est vraiment des thèmes très concrets. Pour vous citer deux exemples, la situation des collectivités littorales face à la montée des eaux, qui pose des questions fortes en matière d'urbanisme, de PPRI, par définition, concerne d'abord celles qui ont un littoral submersible. La relation... Et avec des problématiques atlantiques qui sont très différentes des problématiques méditerranéennes ou ultramarines. Ou ultramarine, ou même bretonne, où la côte est différente. Ou autre exemple sur l'économie touristique, se poser les questions de l'enneigement et de la soutenabilité d'un tourisme d'hiver à l'horizon 2030 peut justifier d'une publication régionale sans doute plus dense, plus proche de ce que ressentent les acteurs que si elle était faite au niveau national. Donc vraiment c'est très ciblé et ça doit s'articuler tout à fait normalement avec ce besoin et cette nécessité de grands travaux nationaux. Il en décline un certain nombre de conséquences. C'est évidemment que ces travaux puissent être publiés régionalement. Actuellement, la procédure ne rend pas les choses très, très faciles. Que pour bien les asseoir, on soit en capacité de contrôler ce qu'on appelle des écosystèmes territoriaux, c'est-à-dire toute l'organisation locale sur un territoire qui participe de la mise en œuvre d'une politique publique, puisque aujourd'hui, malgré la loi NOTRe, la simplification des compétences, c'est quand même l'articulation d'acteurs partenariaux qui interviennent à des niveaux différents pour mettre en œuvre un service de transport, la distribution de l'eau potable ou la mise en place de réseaux d'assainissement. Donc, contrôler en horizontal l'écosystème, ça veut simplement dire qu'il faut qu'on ait des dispositifs de procédure qui nous permettent de sortir de l'approche par un compte unique qui rend les contrôles extrêmement lourds et extrêmement difficiles à organiser. Nous avons évoqué les volets purement juridictionnels, les rapports et études que nous venons d'évoquer.
À côté de cela, votre syndicat fait des propositions, d'ailleurs assez audacieuses, en matière de régularisation. Oui. Ah, après le bâton, la carotte? Alors, bâton, carotte, je dirais constat et remise en état. Effectivement, on s'aperçoit que parfois un certain nombre de dysfonctionnements importants, significatifs, qui peuvent avoir des coûts très lourds pour la collectivité, sont mis en évidence, mais pour des tas de raisons qui sont d'ailleurs parfois légitimes, la collectivité ne régularise pas. Et donc, évidemment, il y a un premier effet, c'est que l'habitant ou le citoyen ne comprend pas que des choses manifestement irrégulières ne puissent pas être redressées. Et par ailleurs, ça affaiblit bien évidemment l'application de la loi qui s'applique et qu'on a vocation, nous, à faire observer. Et donc, pour aller un peu plus loin et compléter un dispositif que le législateur a créé avec la loi NOTRe, qui fonctionne très bien, celui des recommandations, il est proposé deux choses. La première, c'est d'étendre le dispositif des recommandations en réponse à un rapport définitif, pour voir comment les collectivités envisagent d'y répondre, de le compléter d'un système de mise en demeure, qui consisterait, après que les collectivités aient évidemment répondu, qui consisterait, si l'irrégularité constatée persistait, à pouvoir les mettre formellement en demeure par une décision administrative tout à fait classique de régulariser la situation. Et évidemment, il appartiendrait à la collectivité de se mettre en mesure de pouvoir réagir. On est sur le champ des irrégularités légales et totalement substantielles. Hein. C'est pas du tout une procédure générale. Pour ne vous citer qu'un exemple, c'est ce que l'on retrouve souvent actuellement, le non-respect de la durée légale du travail dans une collectivité au regard du temps de travail légal, qui a comme conséquence de coûter très cher aux collectivités. Alors souvent, dans ce contexte-là... Pour ceux qui nous regardent, nous ne sommes évidemment pas sur plus de temps que le temps prévu, mais sur moins de temps que le temps légal. C'est bien ça. Oui, mais je dois dire qu'on constate aussi parfois à l'inverse que la mobilisation des agents territoriaux dans le sens du service public va parfois bien au-delà des horaires légaux quand ils sont mobilisés le dimanche. Mais ceux-là, on n'en parle pas, puisque c'est plutôt un service rendu à la collectivité. Donc c'est évidemment ceux qui travaillent beaucoup moins. Et c'est pas tant le fait qu'à un moment donné de l'organisation, on leur ait donné ces contreparties qui nous embête. C'est qu'aujourd'hui, la loi a fixé une norme et que surtout, le fait de ne pas respecter la norme a des conséquences sur la masse salariale qui est une contrainte de rigidité de la situation des collectivités extrêmement importante. Très bien. Alors, plus techniques sont vos propositions en matière d'évolution des contrôles des comptes. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce dont il est question, car ce sont là aussi des évolutions assez nettes que vous proposez. Oui, effectivement, pour rapprocher les contrôles des besoins des territoires, il faut qu'on change un peu nos méthodes et nos approches. Ouvrir l'évaluation des politiques publiques aux échelons régionaux pertinents, ça veut dire quelque part sortir de la verticalité en organisant des contrôles horizontaux des écosystèmes territoriaux. Plus concrètement, on sait bien aujourd'hui qu'une politique publique se décline dans une multiplicité de partenariats, d'articulation de personnes publiques avec des compétences différentes. Et si on veut vraiment l'évaluer, il est nécessaire d'avoir une approche globale, ce que rendent difficiles nos procédures qui reposent sur le contrôle organique, construit à partir du compte de la collectivité et qui rend bien évidemment l'approche territoriale compliquée par le fait qu'on est censé ouvrir autant de comptes au contrôle qu'il y a de collectivités impliquées dans la politique publique contrôlée, qu'elle soit celle des transports publics ou celle de la collecte des ordures ménagères. Je crois que vous avez en plus une vigilance particulière face à l'évolution lourde que sont l'évolution vers le compte financier unique qui fusionnerait en fait le compte de gestion et le compte administratif, pour schématiser, ou les centres de traitement et de paiement unique où en fait l'ordonnateur assure une partie des fonctions. C'est bien cela.
Oui, effectivement, c'est le sens des évolutions. Alors, elles ne sont pas générales, mais on les voit arriver. Le compte financier unique est un élément important, puisqu'évidemment, il mettrait fin à la comptabilité en partie qui permettait d'asseoir la séparation de l'ordonnateur et du comptable, pose très clairement la question de la responsabilité du compte. Et évidemment, on comprend bien qu'une responsabilité personnelle du comptable, dans un système où c'est l'ordonnateur qui construit son compte financier, n'est plus du tout adapté. D'où l'idée, dans un système de transition, entre une responsabilité administrative des gestionnaires publics et une responsabilité personnelle du comptable qui aujourd'hui s'éloigne des besoins, c'est de revenir à des choses plus simples. Votre syndicat va loin puisqu'il estime que parfois la responsabilité personnelle du comptable est moins opérante, voire parfois peut glisser vers une certaine iniquité dans certains cas. Bien, effectivement, puisque la dernière réforme sur la responsabilité personnelle a tenté de mettre en place finalement un dispositif à double détente. Quand l'erreur du comptable a causé un préjudice financier à la collectivité, on est sur le système ancien qui consistait à régulariser le compte en prononçant un débet que le comptable avait pour charge de régulariser. Et le deuxième étage de ce dispositif était qu'en l'absence de préjudice financier, la loi nous permettait de prévoir à l'encontre du comptable le paiement d'une somme non rémissible, c'est-à-dire qu'il devait assumer lui-même, mais dont la capacité d'appréciation sur la notion de préjudice financier, sur la prise en compte des faits entourant le manquement du comptable, était finalement assez limitée. Et en conséquence, on est arrivé à un système qui est difficilement lisible pour les élus, qui ne répond pas aux préoccupations des comptables qui font valoir des circonstances de fait objectives, mais que nous ne pouvons pas prendre en compte dans la rédaction actuelle de la loi, et qui aboutissent finalement soit à constater des débats sur des sommes payées à tort parce que la réglementation n'a pas été totalement respectée par le payeur, et d'autre part à prononcer des sommes non rémissibles qui sont certes symboliques, mais qui restent quand même à la charge du comptable, avec effectivement un pouvoir de modulation, mais qui nous laisse assez peu de marge pour apprécier finalement la proportionnalité au regard de la responsabilité effective de l'intervenant. Enfin, c'est ce que proposez-vous justement? Alors face à ça, nous proposons tout simplement de renvoyer à une responsabilité du comptable qui se traduirait par le prononcé d'une somme mise à sa charge, indépendamment de l'existence et du montant d'un débet, et évidemment, en cas de somme non prononcée à son encontre, qui échapperait aussi au dernier dispositif qui nous paraît plus du tout moderne, qui est ce qu'on appelle le ministre-juge, c'est-à-dire la capacité pour le ministre, une fois la décision juridictionnelle rendue, de pouvoir remettre gracieusement, comme on dit, au comptable le montant de la sanction qui a été prononcée. Et tout ce dispositif s'inscrit dans notre esprit, en tout cas, dans une transition vers cette responsabilité unifiée des gestionnaires qui conduirait à faire disparaître celle propre au comptable, dès lors qu'il deviendrait un gestionnaire public, particulier sans doute, mais public comme les autres, inscrit dans une chaîne de la dépense et de la ressource qui serait partie intégrante de la responsabilité de l'ordonnateur local. Mais alors au total, que proposez-vous comme évolution globale? Parce que les chambres régionales des comptes et territoriales des comptes, selon votre livre beige, verraient leurs fonctions considérablement évoluer, avec un contrôle juridictionnel global et simplifié sur des infractions financières, mais qui changerait les lignes entre ce qui relève éventuellement du pénal et du financier dans certains cas, contrôle rénové des comptes et possibilité d'assurer le suivi de ce qui a été fait. Ce sont des révolutions importantes pour le monde territorial et pour le monde des juridictions financières. Quel équilibre global dans le monde des juridictions financières cela dessine-t-il? Qu'est-ce que seront les CRC demain? Ça, c'est une question difficile et c'est aussi une question très ouverte, puisque ça dépend de l'intervention de beaucoup d'acteurs qui
qui vont bien au-delà des magistrats des chambres régionales. Je pense que nos propositions sont tournées vers le citoyen et la performance de l'action publique locale. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une exigence qui, pour beaucoup de raisons, monte et va structurer le fonctionnement et l'organisation des collectivités locales pendant de nombreuses années à partir de demain. Dans ce cadre, les CRC ont vocation pour nous à devenir pleinement les régulateurs des gestions locales, en capacité de garantir à tous, les élus, les collectivités et surtout aux habitants, un examen objectif, impartial, de proximité de l'emploi des fonds publics et des ressources qui sont prélevées auprès des contribuables. Donc, que l'on soit pour ou contre les simplifications et évolutions que vous proposez, il est certain en revanche qu'elles conduiraient à modeler un univers territorial qui parachèverait une certaine évolution. Donc, encore une fois, le sujet est passionnant, important, et à ce titre, une lecture s'impose, celle de ce document. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup.